Ce matin, jeudi 8 janvier 2021, après une nuit blanche, je me suis fait plaisir. J'ai commandé un Uber. 1h et 63 € plus tard, je suis dans le hall du centre de psychothérapie. Il n'y a personne à l'accueil. Je suis arrivé trop tôt. À ma gauche, 2 machines à café et un distributeur de soda dernier cri. À ma droite, 3 chaises blanches, 3 chaises noires solidaires. J'attends. Bonsoir, vous écoutez L'Oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Eh ben non, ce soir on déroge à la règle puisque je reçois Grégoire Pascal. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Simon. Ne vous inquiétez pas, ça sera quand même musical. Grégoire est venu avec une sacrée playlist, mais c'est une playlist qui illustre un livre dont je viens de vous lire la 4e de couve, qui illustre un livre, ou plutôt un recueil, on va pas dire de nouvelles d'ailleurs, un recueil de chroniques, un recueil de chroniques. Ouais. Alors je déroge pas vraiment à la règle puisque c'est une autoproduction. Tout à fait. C'est un livre fait à compte d'auteur, hein. Tu as bien Exactement. raison. Que l'on peut se procurer, et pour le coup, à peu près partout. On tape sur Google, il est sur Amazon, il est sur ton site, il est partout. Il est dans toutes les librairies sauf à la Fnac. Et sur Internet, dans énormément de sites. Voilà. Donc Grégoire nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Agora Côte d'Azur pour nous présenter donc son livre Chronique de la chambre 207, de la dépendance au rétablissement. Donc c'est, comme on l'a déjà dit, c'est 60 chroniques à peu près, où tu racontes 2 mois de ta vie passée en hôpital psychiatrique, hein, on peut le dire comme ça. Ça peut paraître un peu plombant comme ça. Déjà, je tiens à te remercier Simon pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Effectivement, il y a eu quelques événements dans ma vie suite, comme beaucoup, après le Covid, le départ, ma femme m'a quitté, un confinement de trop, ça lui a pas plu. Et puis j'ai perdu mon travail suite au Covid, et puis elle a voulu vendre la maison, du coup, j'ai aussi perdu ma maison. Donc ces 3 éléments qui me sont arrivés en pleine figure, je suis allé sonner à la porte d'un centre de psychothérapie, et puis j'ai voulu cocher toutes les cases, dépressif, toxico, alcoolique, tout ça, comme ça je pouvais m'identifier et avoir plein de nouveaux amis dans ce centre. Donc dans ce livre où il y a 60 chroniques, donc à peu près une par jour, tu racontes ce que tu vivais, pas heure par heure, mais presque, hein, avec les repas, les nuits, tes réveils au milieu des nuits qui reviennent régulièrement, avec les activités qu'on te proposait avec tes camarades, et tu fais aussi de super beaux flashbacks sur ta vie, ta vie amoureuse, tes amis, tes différents métiers. Voilà, on passe 60 jours avec toi, hein, quand on lit ce bouquin, et ça a été un vrai bonheur de lecture parce que c'est à la fois drôle et à la fois profond et ça fait réfléchir. Donc c'est un très 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 beau bouquin et on est heureux d'en parler ce soir sur Agora Côte d'Azur. On va, comme on l'a dit, on va écouter beaucoup de musique. Donc je te laisse lancer le premier morceau que l'on propose aux auditeurs. Alors le premier morceau, c'est un titre de Big Maybelle, c'est une vraie perle de l'American Queen Mother of South. Le titre c'est 96 Tears, et c'est justement parce que j'aimais bien me réveiller en pleine forme en écoutant ce titre quand j'étais justement dans ce centre de psychothérapie. Too many teardrops for one heart to be crying, yeah. Too many teardrops for one heart to carry on. You way up on top now, baby, since you left me, yeah. And you're always laughing down at me, yeah. Watch out, baby, I'm gonna get there. Yes, I am, and we'll be together for just a little while, and we'll start gathering till, well,
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, comme tous les samedis entre 20h et 21h. Vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte est très présent sur Internet. Nous avons notre blog, www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Quant à la station Agora Côte d'Azur, elle a bien entendu son site aussi, agoracôtedazur.fr. Et sur ce site, vous retrouvez notamment tous les podcasts des émissions. Toi aussi, tu es sur Internet, tu as une page Facebook pour défendre ton livre, Grégoire. Absolument. Grégoire Pascal, auteur, et même ma personnelle, elle est à disposition. Grégoire Pascal, où je continue encore aujourd'hui d'ailleurs à écrire des chroniques. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'en ai écrit une par jour. J'étais en train de marcher 250 km sur le sentier des douaniers, sur le GR34 sur la côte bretonne. Et tous les matins, quand je me réveillais, j'écrivais ma chronique de la veille, en essayant d'y mettre un peu de poésie et de jouer avec les mots. D'accord, on a fait une précédente émission sur Jean-Louis Murat où on dit qu'il écrivait un morceau par jour. Toi, tu fais une chronique par jour, tu n'as jamais arrêté. Alors j'aime bien écrire quand je marche ou quand je suis sans activité, mais je suis un hyperactif, je travaille toujours énormément, je cumule les boulots. Et donc l'écriture, c'est quand tu marches, ça doit être à partir de ton smartphone. Toi, t'écris pas avec un stylo, t'écris... J'écris à partir de mon smartphone, effectivement. J'avais prévu, mais la marche, c'est quelque chose de très salutaire on réfléchit beaucoup quand on marche, et du coup, quand on se réveille le matin, les idées se mettent en place, et ça me permet d'écrire des choses. D'ailleurs, je me demande si c'est pas quelque chose que je vais mettre plus souvent en place. Il y a 2 ans, j'avais fait Compostelle en me disant, je vais marcher, je vais écrire tous les jours, et puis en fait, non, j'ai fait des petites vidéos tous les jours, un peu rigolote. Compostelle qui apparaît dans ton bouquin, puisque dans ton bouquin, c'est 2 mois de ta vie, c'est de la dépendance au rétablissement. Quand tu approches du rétablissement, c'est justement Compostelle. C'est ça. En fait, quand je suis... juste avant de sortir, ils m'ont proposé d'aller en post-cure. Mais je me suis dit, mais je vais jamais sortir de cet hôpital. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas aller marcher. J'étais resté... 2 mois dans cet hôpital. Je me suis dit, je vais retourner 2 mois chez moi, juste le temps de mettre toutes mes affaires dans un garde-meuble, puisque la maison allait être vendue 2 mois plus tard. Et puis, 2 mois après, je suis parti marcher 2 mois sur les chemins de Compostelle, donc 1680 km, du Puy-en-Velay en passant par Rocamadour, jusqu'à Compostelle et encore après. Et comme d'ailleurs, quand je disais ça, 2 mois, les psychothérapeutes disaient, les psychologues disaient, mais non, mais c'est parce que vous avez 2 mois. Ah ça, ils aiment le jeu de mots, ils aiment les jeux de mots, surtout les lacaniens, mais ils adorent les jeux de mots. Pour le rétablissement, les 2 mois de marche ou les 2 mois de psychiatrie, c'est quoi qui t'a fait le plus de bien? Alors les deux, je dirais, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais plus aucun cadre. J'étais en une dépression profonde, je buvais énormément, je prenais tout ce que je trouvais, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, donc j'étais dans une situation... désespérante et désespérée, et le fait d'arriver justement dans un hôpital, on est cadré, on est réveillé, on a des déjeuners à heure fixe, des dîners à heure fixe, des ateliers à heure fixe, on écoute énormément de gens, c'est surtout ça moi qui m'a fait énormément de bien, c'est d'écouter les autres patients, c'est extrêmement salutaire d'ailleurs à toutes les personnes qui vont mal. Eh bien, écouter les autres, ça permet de vous oublier. Je sais que c'est peut-être facile de dire ça, mais c'est vraiment extrêmement salutaire. Tu nous parleras de Compostelle un peu plus tard, parce que quand on reçoit des auteurs, et on reçoit quelquefois des auteurs à l'oreille qui gratte, c'est quand même pas la première fois, on aime bien leur faire des lectures, tant qu'à faire, leur demander des lectures. Donc tu peux nous faire un petit extrait, nous lire un petit extrait Avec grand plaisir. Donc c'est le chapitre 40 qui s'appelle Contes de fées. Pour remettre en situation, en fait, on nous demande de faire des récits de vie quand on est dans ces lieux de soins. Aujourd'hui, sans avoir tapé les 3 coups, j'ai offert aux patients un spectacle sincère et original. C'était mon tour de raconter mon récit de vie. Je devais être prêt à 17h30. 2 jours plus tôt, j'avais pris mon stylo afin de dactylographier dans un cahier tous les événements qui me sont arrivés depuis ma naissance jusqu'à ce jour. J'ai écrit 30 pages, petit format. Le jour de mon récit de vie, à 14h30, Amanda, la thérapeute, le lit devant moi. J'ai l'impression que c'est mon éditrice. Elle me demande des précisions et d'être encore plus dans l'émotion. Elle fait des annotations dans la marge. Elle me rend mes écrits. Nous sommes tous les 2 satisfaits. Elle me félicite, me souhaite bon courage et me dit « ça va le faire ». À 17h15, je me lance. Allez, fais-toi plaisir. Je récupère les dernières gélatines de couleur de mon ami Rafi, que j'avais gardées précieusement dans mon armoire cachée entre mes pullovers. J'installe la salle.
D'abord les chaises en quinconce afin que tout le monde puisse profiter d'un confort visuel optimal. Je grimpe sur l'une d'elles afin d'accéder aux différents néons pour avoir une teinte de lumière colorée. J'ai mis un peu trop de temps dans mon installation. Le public arrive alors que je suis encore en plein montage. Tout le monde se demande ce que je suis en train de faire. Je suis excité, comme un soir de première. Je demande à Gaspard d'appuyer sur l'interrupteur. La magie opère. Le miracle est devant nos yeux. La salle est transformée. Il s'assoit dans cette ambiance orangée. Mon cahier entre les mains, debout devant eux, j'allume mon enceinte JBL. J'avais prévu une musique pour m'accompagner pendant mon récit. Sur mon téléphone connecté, je sélectionne la playlist choisie pour l'occasion, sans trop savoir comment vont s'articuler les pistes qui rythmeront mon récit. Le thème du dessin animé La Petite Sirène de Disney se fait entendre. Je peux commencer. Je raconte ma naissance, la mort de mon papa Bruno et de ma maman Catherine à l'âge de 3 ans. Leur rencontre avec la famille Proutot aux États-Unis avant que je vienne au monde. Je contextualise. J'explique que leurs filles, Isabelle, Bénédicte, Sigrid et Aude, gardaient là-bas mon frère Guillaume et mes 2 sœurs Anne-Cécile et Florence. Ensuite, de retour en France, les liens d'amitié ont été conservés. À ma naissance, Colette Proutot devint ma marraine. Puis la disparition tragique de mes parents arrive. En attendant de savoir ce qu'il allait advenir de nous, nous habitions chez les Proutot. Le jugement tombe. Nous resterons ici, tous ensemble. Colette sera ma mère, Xavier sera mon père, et les 4 filles Proutot, mes sœurs. Je suis devenu le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Je termine ce passage en soulignant que tout s'est fait en douceur. Je cite mon père Xavier. Pour avoir un enfant, il faut attendre 9 mois. Avec Colette, pour en avoir 4 de plus, nous avons attendu 1 nuit. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur. Je continue, les musiques s'enchaînent. Par exemple, par surprise, elles collent parfaitement à chaque situation vécue, au collège, au lycée, au cours Florent, à la radio, en passant par Saint-Martin, ma rencontre et ma rupture avec Charlotte, tous mes excès, mes échecs aussi, suivis d'une réussite, jusqu'à mon arrivée ici, au centre de psychothérapie. La bande originale de ma vie se compose sur les thèmes des films et des dessins animés La Forme de l'eau, Shrek, Dragon Brave et le jeu vidéo Ori and the Blind Forest. Une 20aine de minutes se sont écoulées. Je termine par ce petit poème remanié, déjà écrit. Je les regarde, je m'adresse à eux. Quand je suis arrivé à Bonport, bien avant-hier, je faisais le fort, je faisais le fier. Vouloir réaccorder les cloches qui sonnent, je me prenais pour Jack Nicholson, d'envol au-dessus d'un nid de coucou. Puis j'ai envie de me faire coucou, de me retrouver, de rêver, de vous écouter. Arrêtons d'être dans le déni, nous sommes bénis. La musique s'arrête, je vois leur regard. Je réalise que mon existence est un conte de fées. Merci Grégoire pour cette belle lecture qui résume, je trouve, extrêmement bien le livre, puisqu'il y a tout. À la fois dans le livre, c'est ça, c'est toujours un peu ta vie. Là, tu nous racontes ton enfance et le drame que tu as vécu à 3 ans. Et à la fois, il y a de l'humour et à la fois, il y a des références inattendues, puisque parler de Shrek et de Vol au-dessus d'un nid de coucou et de la petite sirène, il faut quand même y aller. Donc, tu as choisi un très bel extrait pour lancer cette émission. Moi, je suis ému après t'avoir entendu, donc on va souffler en écoutant un peu de musique. Enfin, je vais souffler en écoutant un peu de musique. C'est le groupe The Unix et le morceau My Conversation, c'est ça? Tout à fait, un petit peu de rocksteady. All I need from you is a good conversation, 'cause it gives me sweet inspiration, and to tell you I never felt this way before. I know there is some way today. Love your brothers, my friend. Love your sister. Love your brothers. Ooh, yeah.
love you, sis. And to tell you I must admit you've got me thinking. You've got me thinking. There were times I thought that I was sinking. I was sinking. But I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. Now I must admit that you've got me thinking. You got me thinking. There were times I thought that I was sinking. I was sinking. But I'll always want to be in that position where I can see more clearly. Yeah, clearly. Love your brothers, my friend. Love your sisters. Love your brothers and your sisters. Ooh, yeah, love your sisters. Vendredi matin, pendant que j'étais sous ma douche à écouter My Conversation par The Unix, la musique s'est arrêtée, laissant place à ma sonnerie de téléphone, la chanson Trinity Titoli d'Annibal e i Cantori Moderni du film Trinita avec Terence Hill. J'aime beaucoup ce titre. C'est aussi mon réveil depuis quelques années. Ça commence doucement par un son de serpent à sonnette, puis un petit crescendo d'arpège sur 4 mesures de guitare qui tournent, pour enfin entendre un siffleur siffler l'air du premier couplet avant de chanter. On l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Les mains mouillées, j'ai pris mon téléphone avec soin. Sur l'écran s'affiche un numéro venant de Montreuil. Je sais qui c'est. C'est Béatrice d'Ubisoft qui me rappelle. Je ne décroche pas. Je veux me sécher les mains avant. Il faut que je fasse vite. En plus, je vais être en retard pour mon premier groupe Au revoir. Je m'éclaircis la gorge en toussant et recompose le numéro. Ça sonne brièvement, une voix se fait entendre. « Bonjour Grégoire, j'étais justement en train de vous envoyer un mail. » Je lui dis que j'ai décroché mon téléphone trop tard et que j'ai raté son coup de fil à l'instant. Béatrice d'Ubisoft poursuit. « Vous avez un profil vraiment intéressant, mais nous n'allons pas faire ce chemin ensemble. En effet, nous avons trouvé un candidat 100% Communication Corporate. Vous êtes trop axé produits et événements. » Je comprends très bien ses arguments et la remercie de m'avoir recontacté. Avant de raccrocher, elle souligne que si un autre poste m'intéresse au sein de leur société, il ne faut pas que j'hésite à me rapprocher d'elle. Oh, je suis un peu soulagé de ne pas avoir été pris. Travailler dans cette entreprise m'aurait mis beaucoup de pression. J'aurais été obligé de continuer à vivre en région parisienne. J'en peux plus de la grisaille. Aujourd'hui, plus rien ne me retient dans cette région. J'y suis depuis 20 ans. Il est temps de bouger. J'étais arrivé justement à 20 ans, la chanson de Charles Aznavour dans la tête tout le long du trajet. À 20 ans, j'ai quitté ma province, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur l'affiche, on y a dessiné des moustaches et des lunettes. L'original est grimé. Je repense à la plongée. Je me dis qu'avec mon niveau 4, je pourrais peut-être faire quelque chose. Effectivement, en réfléchissant, j'ai trouvé un après. J'ai accès à la formation pour la certification scaphandrier mention 2B. Cela me coûtera à moitié moins cher grâce à mon expérience et cela ne dure que 3 jours. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Ce diplôme me donne accès à tous les travaux sous-marins dans le milieu des arts et du spectacle, tournage de publicité, films, expéditions archéologiques. Il y a 3 semaines, j'ai contacté la boîte de production Cinémariane, experte dans ce domaine depuis plus de 30 ans. C'est elle, par exemple, qui s'est occupée des prises de vue du Grand Bleu de Luc Besson. Depuis, son catalogue est impressionnant.
J'ai une réponse dans les 24 heures. La boîte m'informe qu'elle recrute et attend mon CV. Je réponds que je leur enverrai une fois ma certification passée et dès que je me serai équipé d'un recycleur. C'est le futur de la plongée, indispensable pour travailler avec eux. Ce que j'aimerais faire pendant 1 an, pour le moment, mon allocation Pôle emploi me permettrait de me mettre à disposition de diverses boîtes de production en gardant une sécurité. Cela me permettrait aussi de continuer à écrire de façon libre et surtout de quitter Paris. Pendant mon dernier rendez-vous avec la psychologue Madame Najima, elle m'a proposé d'intégrer un établissement post-cure pendant 4 mois à la suite de mon hospitalisation, puis après de vivre en appartement thérapeutique. Je vois la chose sans fin, ça s'arrêtera jamais. Je lui fais part de mes envies et lui fais remarquer que la vie est trop courte pour que je perde mon temps pendant 1 an. Elle n'insiste pas. Elle me dit même que j'ai raison. Mais elle était obligée de me tenir informé de ce qui était possible de faire. Elle a raison. Je lui souris. Aujourd'hui, tout est possible. J'ai la vie devant moi. C'est bien de venir devant et d'avoir la vie devant soi. Retrouver la vie devant soi. Merci Grégoire pour cette lecture, en sachant que les lectures on les fait pas dans l'ordre du bouquin et c'est aussi ça qui est génial dans ce bouquin, j'aime beaucoup ça quand je lis, c'est qu'on peut picorer, on n'est pas du tout obligé de le lire dans l'ordre, on peut le prendre, y revenir, c'est vraiment une lecture pour le coup vraiment agréable et on n'est pas obligé de focaliser sur ce livre. D'ailleurs je l'ai lu assez rapidement mais quand même en 2 temps, hein. J'ai fait une petite pause. Donc là aussi effectivement tu racontes pas mal de choses mais à un moment, tu en veux à ce pays où on retrouve un peu trop facilement du travail. Oui. J'ai beaucoup aimé ce passage aussi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce pays où on ne peut pas rester tranquille sans se faire proposer du travail? Non, mais effectivement, oui, il y a eu plusieurs fois où, pendant que j'étais hospitalisé, c'est ça qui est surprenant, où j'étais pas en état de travailler, on m'a proposé d'abord de travailler dans une cave à vin, qui n'était pas du tout une bonne solution à ce moment-là, puisque j'étais en sevrage, on peut dire comme ça, puisque juste avant, je travaillais dans une cave à bière, après je me suis mis à brasser de la bière beaucoup, à tester des recettes, puis ma femme est partie, du coup j'étais tout seul au milieu des cartons, je brassais 20 litres par semaine, ce qui était vraiment pas une bonne idée pendant que j'étais dans cette situation, donc du coup j'en avais assez, vraiment, je voulais tirer un trait sur la case alcool, et puis après, bah là, effectivement, Ubisoft qui me contacte parce que mon CV les intéresse. J'ai travaillé dans le milieu du jeu vidéo pendant quelques années en tant qu'attaché de presse pour la Coupe du Monde des jeux vidéo. Et puis, bah, ce qu'on a entendu là un petit peu, c'était le deuxième coup de fil d'après-entretien où il m'annonce que finalement, je ne suis pas retenu. Mais ce qui est surprenant aussi, parce que donc t'es allé très mal, une profonde dépression, et pour autant, on voit que tu retombes sur tes pattes, que t'as un parcours incroyable. Donc on peut se demander comment un mec justement aussi débrouillard que toi peut sombrer. Ça a fait partie de mes questions en te lisant. Aujourd'hui, avec du recul, je me la pose cette question. Mais d'ailleurs, ma mère adoptive, elle me dit cette phrase qui toujours, je la garde avec moi, cette phrase, c'est: ce qui est formidable avec l'être humain, c'est que quoi qu'il arrive, il se relève toujours. Et effectivement, après, voilà, j'avais vraiment plus aucun cadre et j'avais vraiment besoin de faire partie d'un club. Moi, je voulais rencontrer de nouveaux amis, donc c'était des bipolaires, des dépressifs, des schizophrènes, des alcooliques, des toxicomanes. Voilà, j'avais besoin, je voulais plus être seul, tout simplement. Allez, on écoute, on revient à la musique. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive
pull him around. When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, you're gone. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, he's gone. Écoutez, Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Ce soir, on fait une petite entorse. On parle littérature avec Grégoire Pascal qui vient nous présenter son livre Chronique de la chambre 207. Bonjour à tous. Pardon ? Bonjour à tous. Bonjour. Émission émaillée d'extraits musicaux, des extraits qui ont tous un rapport avec le livre. Juste avant, on parlait du marché de l'emploi, mais j'ai l'impression que pendant que tu étais hospitalisé, elle s'appelait comment d'ailleurs cette clinique ? Ah, ça m'embête de Ah, le dire parce on que... la donne pas. Bon, on non, parce le que dit pas. j'ai fait exprès de pas le citer Ah ouais, dans bah le oui, livre. je sais. C'était le... Eh ben, on ne la cite pas. Bah, c'était le contrat un petit peu. Il n'y a pas de souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci, C'était à te côté de justifie pas. Pontoise, voilà. Et il y a d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, Alain Bachung, je suis fan absolu d'Alain Bachung, qui était a priori grave dépressif, et il y a une chanson de lui au Pavillon des Lauriers sur Fantaisie Militaire, et au Pavillon des Lauriers, c'était la clinique psychiatrique dans laquelle il était hospitalisé avant de faire l'album Fantaisie Militaire. D'accord. Faudra que t'écoutes ce morceau alors. Ok. Voilà, au Pavillon Avec des plaisir. Lauriers, il est 3 heures pour se demander. Voilà, elle est comme quoi c'est toujours pareil. La question que je te posais, pourquoi quand on a tout, puisque tu as tout, on peut être dépressif, on voit Bachung, quoi. Mince, quoi. mince Alain Bachung. Mais donc on parlait du marché de travail et l'impression que pendant ces 2 mois de pause, c'est le goût d'écrire, t'es venu. Oui. Et t'as Tout à voulu fait. même en faire un métier, j'ai l'impression. Parle-nous de ce goût de l'écriture alors qui t'est venu. Alors, le goût de l'écriture, ça m'est venu. En fait, c'était le fait de plus rien prendre, ni alcool, ni drogue, ni quoi que ce soit, m'a permis d'assumer pleinement mes émotions. La dépendance, c'est une maladie des émotions. C'est quelque chose et aujourd'hui, je suis totalement ivre des émotions que je vis chaque jour. Là, je suis complètement amoureux de peut-être même sûrement la femme de ma vie. Je suis complètement ivre. Je n'ai besoin de rien et je suis ivre de bonheur chaque jour où j'ouvre les yeux et où je respire. Donc voilà, je sais plus quelle était la question. mais C'était j'avais le envie de goût de dire- l'écriture. Alors le goût de l'écriture, en fait j'avais envie vraiment d'écrire avec mon cœur, de pas forcément. Je me suis jamais senti légitime comme auteur puisque j'ai jamais lu énormément, même si j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre. J'ai toujours eu cette culpabilité. Alors ça, c'est quelque chose qui m'habite. C'est une grande culpabilité qui transpire de ce livre et de légitimité par rapport à ce syndrome de l'imposteur. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis j'en suis pas légitime. Et du coup, je me considère comme quelqu'un qui écrit, mais pas comme un auteur. Et du coup, j'ai juste voulu ouvrir mon cœur et déverser des mots. Et donc l'écriture est quand même venue au moment de cette hospitalisation. Après, j'ai écrit quand même. Quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de musique qui s'appelait Telaine Tech où j'ai écrit quelques textes. Et puis j'écris quand même encore. Quand je travaillais à la médiathèque, j'ai fait une petite farce d'ailleurs pour le Printemps des Poètes. On m'a demandé de trouver des poèmes, 10 poèmes libres de droit sur le thème de la frontière. Alors il y avait 2 critères qui étaient compliqués, libre de droit, frontière. Au bout d'un moment, ça m'a agacé. Du coup, j'ai écrit 10 poèmes sous 10 pseudos. Ah, bon. Il y a un côté aussi du personnel hospitalier qui te sent un peu par rapport à ton écriture, que ça gêne un peu, ou qu'ils ont l'impression que tu es un peu insolent dans ton écriture. Oui, effectivement. Surtout au début, je suis arrivé en observateur. J'ai un copain d'ailleurs qui me disait, quand je l'appelais au bout de 10 jours, il me fait « Ah, alors t'es en résidence artistique ?» Parce que je lui ai envoyé mes textes.
Et voilà, après, bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ces gens-là. Hein. C'est très compliqué, il y a du monde, et puis ils en voient passer tous les Et jours. puis il y a des manques de moyens flagrants. Justement, lecture, tu nous fais une lecture? Alors, Les mains pleines de bonheur, c'est le chapitre 35. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau t-shirt Enrico Macias. Pas par plaisir, hein, mais par tactique. Il est un peu kitsch, oui, mais Enrico est plein de poésie. Sur la photo, il pose avec un beau costume rouge des années 70, col pelle à tarte et visage juvénile. Son regard doux et tombant avec la noirceur d'un mouton ou d'un pur sang arabe. Après cette joute avec le docteur Sabir, qui est mon psychiatre, j'ai enquêté sur lui, en ligne. Je l'ai, comme on dit, googlisé. Il est diplômé de l'université de Constantine. Comme ce chanteur que j'arbore fièrement aujourd'hui. Il vient de la ville des ponts suspendus, ou comme on l'appelle aussi, la ville des oulémas, la ville des aigles, ou encore la ville du malouf, variante constantinoise de la musique arabo-andalouse. J'espère que, vêtu ainsi, le contact pourra se faire avec plus de grâce que la veille. Pouvoir trouver une accroche, c'est mon désir. Je l'attends calmement, en écoutant « J'ai quitté mon pays » ou encore « Solène, Sarah » et d'autres chefs-d'œuvre du petit Enrico. C'est ainsi que l'appelaient ses amis gitans. Son véritable nom est Gaston Grenassia. Il gardera par la suite ce prénom d'artiste que ces derniers lui avaient donné. Il est 14h. Je n'ai toujours pas vu le docteur Sabir. En fait, il ne travaille pas aujourd'hui. Nous sommes mercredi, c'est le jour des sorties. J'ai rendez-vous avec Arnaud, mon ami, mon voisin de Rony. J'ai demandé à Charlotte, il y a plusieurs semaines, de me faire un sac avec des pulls, des cahiers, des stylos, ainsi que mes sweats à capuche, celui du festival Hellfest, celui de la plateforme de gestion de tournois de jeux vidéo Tournament avec qui j'ai travaillé, et enfin le vintage Atari. Arnaud arrive à l'heure. En plus de mes affaires, il a apporté ma guitare et mon ukulélé. Il trouve que j'ai vraiment bonne mine. Je suis content de le voir. Monter dans la voiture d'un pote pour faire un bout de route, c'est toujours un immense plaisir. Le timing est serré. Comme à chaque sortie, je n'ai que 2 heures. Je dois faire une machine dans une laverie, me faire de nouvelles lunettes de vue chez un opticien, acheter des cigarettes et, si j'ai le temps, quelques achats inutiles. Je localise une laverie sur mon téléphone de Bobo. Elle a 45 avis 5 étoiles sur Google. Elle est à 5 km à Pontoise. C'est noté dans les commentaires, laverie toujours propre avec de la musique. C'est parfait. Nous arrivons à Pontoise. Je me rends compte que c'est une cité historique, avec son vieux château, ses 2 églises et ses petites rues pavées. Nous avons l'impression d'être partis en week-end. Nous faisons les touristes en cherchant la laverie. La Providence est avec nous. À côté de ce que nous cherchons, il y a un opticien, un tabac et même un luthier qui vend et répare des violons, des guitares et même une viole ténor. C'est la première fois que nous en voyons une. Je m'arrête pour y acheter des médiators et un capodastre pour ma guitare. Ensuite, pendant que mon linge tourne, je choisis mes lunettes et passe la commande après avoir signé le devis. Nous allons au tabac, j'achète un paquet et en offre un à Arnaud. Nous retournons à la laverie. Hôtel California des Eagles et jouets à l'intérieur. Je demande à une dame qui est en train de remplir son sac de linge quel conseil sur la température de séchage idéale. Nous discutons. C'est une habituée. Cela me fait penser à ce film de Fabien Ottaniente de 1995, Tom est tout seul, avec Florent Pagny. Oui. Jean Rochefort, Martin Lamotte, Bruno Solo, Sandrine Kiberlin et Clotilde Courreau. C'est l'histoire de la vie croisée de Jean dans une laverie automatique. Pour faire court, le personnage de Florent Pagny, chez lui, donne un violent coup de pied sur le tambour de sa machine fabriquée dans les pays de l'Est, la casse et se casse le pied. Il est donc obligé de se rendre régulièrement dans une laverie et fait la connaissance de Jean Rochefort, qui est un peu le roi de ce lavoir moderne. Par la suite, ils parcourront ensemble l'Europe de l'Est afin de retrouver la pièce pour réparer le lave-linge cassé. Un film beau, drôle et simple. Mon linge sèche, je décide d'aller faire quelques courses. En chemin, je croise un fleuriste. Je me dis qu'une plante serait bien agréable dans ma chambre et j'ai envie d'en offrir une aux infirmières que j'ai froissées hier avec mon jet d'amande. Je prends des roses en pot pour elles et puis un spatilifilum. Je demande aux vendeuses si je peux l'appeler Spati. Elle rigole. L'une d'elles me répond en riant. C'est comme ça que nous la surnommons aussi. Nous sommes sur le retour avec Arnaud, j'en profite pour lui lire un petit texte en chemin. Il aime bien. Une fois dans le parking de l'hôpital, j'ai l'impression de sortir toute ma maison de sa voiture. J'ai 2 gros sacs à dos, 2 plantes et 2 instruments à cordes. Me voyant ainsi, Arnaud s'enchante. Ah, voilà, c'est comme ça que je l'aime, mon Grégoire, avec sa guitare, son sac de voyage et des fleurs pour les dames. Au final, un court moment qui est passé à toute allure. Je me suis fait plaisir, je lui ai fait plaisir. J'ai fait plaisir en arrivant avec mes mains pleines de bonheur.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, et tous les samedis à cette même heure, vous avez la même question. Vous partez sur une île déserte, et sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Donc je vais te la poser, Grégoire, en espérant que tu n'apportes pas Enrico Macias qu'on vient d'écouter quand même. Oh, c'est bien Enrico. Je suis pas très fan. Hein. Je pense que c'est la première fois en 28 ans d'oreille qui gratte que l'on passe Enrico Macias. Mais... Est-ce que tu as reconnu l'introduction Thunderstruck d'ACDC quand même? Et tu me l'avais dit, tu me l'avais spolié, mais je ne serais pas allé le chercher. Mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Tu réécouteras. Il leur donne des ACDC, paye Enrico Macias pour ça. C'est la même intro, hein. C'est la même chose. Bon, les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station, agoracotedazur.fr, ou sur YouTube. Vous pourrez aller écouter et vérifier que Grégoire ne nous dit pas des blagues. Donc, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors, déjà en livre, je pense que celui que je peux lire et relire, je vais être très simple. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tout simplement. Oui, à peu près tout, c'est clair. Ouais. Voilà, on peut le relire et découvrir de nouvelles choses. Le film, ça c'est vraiment un film que j'ai regardé 100 fois, que j'adore. C'est un film de Denis Arcand qui s'appelle Jésus de Montréal, que je peux le voir et revoir. J'adore le son de ce film. J'adore les comédiens, j'adore le propos, j'adore ce film. Et puis le disque dont je me lasse pas, c'est un disque un album de B.T. McLean qui s'appelle On Bond Street. Et en fait, il chante sur des instrus des Supersonics, c'est un groupe de rocksteady des années 70, mais le disque est enregistré, B.T. McLean pose sa voix sur ces instrus, ça a une dizaine d'années. Très bien, je te remercie. Pour cette île déserte, on va écouter de la musique. André Mainviel. On aurait pu écouter B.T. McLean, mais tu m'as posé la question, j'avais pas prévu de... Mais André Mainviel, voilà, ça c'est une chanson que j'écoutais énormément avec l'accordéon de Marc Perron. Il a un phrasé, j'en parle dans le livre de Marc Perron que m'a fait découvrir mon ami Pierre Guidi. Mais c'est André Mainviel, la chanson de Dame et d'Homme. Voilà, il joue avec les mots, il rythme bien et il scatte un petit peu, et avec l'accordéon de Marc Perron. Comme va la vie d'homme,
Voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, fait la vie d'âme, une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les Roms. Errance d'âme, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire l'Italo de la cour de Vinci à Monte Cassino, tes mélopées chromosomes et tes pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le temps, diatonique passion, tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Comme va la vie d'homme, va la vie d'homme, c'est l'un de l'autre à qui se donne, de la vie d'homme à la vie d'âme, soufflant sur la délicate petite flamme, qu'est la vie d'âme, qu'est la vie d'homme. Du bout de tes doigts qui se pomment, va ta vie d'homme et d'homme en somme. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, girole en baume, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome, toutes les gammes du concert qu'invite à des regards de môme. Si la vie d'homme, si la vie d'homme, et comme un air de palindrome, c'est de la vie d'âme et d'homme en somme, de dame et d'homme. Comme va la vie d'âme, va la vie d'homme, voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, fait la vie d'âme, une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les Roms. Errance d'âme, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo de la cour de Vinci à Monte Cassino, tes mélopées chromosomes et tes pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le temps, diatonique passion, tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Comme va la vie d'homme, va la vie d'homme, c'est l'un de l'autre à qui se donne, de la vie d'homme à la vie d'âme, soufflant sur la délicate petite flamme, qu'est la vie d'âme, qu'est la vie d'homme. Du bout de tes doigts qui se pomment, va ta vie d'âme et d'homme en somme. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, girole en baume, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome, toutes les gammes du concert qui invite à des regards de môme. Si la vie d'âme, si la vie d'homme, et comme un air de palindrome, c'est de la vie d'âme et d'homme en somme, de dame et d'homme. Nous recevons Grégoire Pascal ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Grégoire nous présente son livre Chronique de la chambre 207. À titre personnel, moi, ce livre, ça m'a beaucoup touché, comme j'en ai déjà parlé, parce que Grégoire, on est Vensois tous les deux, donc je connais un peu ton histoire familiale, je connais ton parcours. Tu fais partie de mon décorum depuis à peu près toujours. Tu m'as marié, je le soulignais. Pardon ? Tu m'as marié. Et voilà, c'est ça que je voulais en venir à ça. C'est que j'ai eu la chance, en tant qu'élu à l'époque, de célébrer le mariage donc avec Charlotte. Et je garde un superbe souvenir de ce moment. Et d'ailleurs, on s'est jamais perdu de vue depuis. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est quand même passé. Et voilà, pour moi, quand j'ai compris que ce bouquin racontait ton passage en hôpital psychiatrique qui est dû, pas qu'à ça, bien entendu, mais qui est dû à une séparation amoureuse, un divorce. Ça m'a vraiment fait quelque chose puisque vous étiez un beau couple, j'avais aimé et voilà, ça m'a touché. Pour moi, le début de votre histoire, c'était le mariage et la fin de l'histoire, c'était ce bouquin. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu acteur dans ce bouquin. D'ailleurs, tu en parles du mariage et tu parles du coup qu'on avait partagé au Clémenceau juste après. Et je me souviens de ce moment fort, fort, fort agréable. Donc ce bouquin, il me touche à titre humain, vraiment.
Et il me touche à titre humain aussi parce qu'on voit que t'avances, on voit que tu vas mieux au cours des pages, et donc on t'apprécie, on vit avec toi dans cette chambre, et on voit que tu vas mieux, on voit que ça avance, et voilà, il touche, et moi, évidemment, il y a des moments où je vais pas bien, et il y a des moments où, en lisant, je me disais, mais mince, il faut que je fasse pareil que lui, il faut que je m'accroche à ça, et tout, et il faut que j'écoute, il faut que je parle, tu deviens un peu le leader, d'ailleurs, alors bon, je suis pas le leader, mais tu deviens un peu le leader dans ce groupe, enfin, voilà, j'ai fait un peu de psychothérapie aussi en te lisant. Tu nous fais encore une lecture, tu nous parles Avec du grand morceau plaisir. qu'on va écouter. Je voudrais juste aussi, quand même, ce qui est surprenant avec ce livre, donc que j'ai écrit il y a 2 ans, qui raconte effectivement cette fin, mais aussi grâce à ce livre, ça a aussi provoqué un début, puisque la personne avec qui je suis aujourd'hui, que j'aime du fond du cœur, eh bien, c'est parce qu'elle a lu ce livre qu'elle m'a recontacté derrière, et que aujourd'hui nous sommes ensemble. C'est beau ça. Donc ce chapitre s'appelle « J'ai moins peur ». Il y a 1 semaine, Anaïs est partie. Je dînais avec elle. Elle m'a annoncé qu'elle s'en allait dès demain. Il y a un événement qui m'oblige à quitter le centre, m'a-t-elle dit. Cette même semaine, un nouveau est arrivé, un solitaire. Je l'avais déjà vu. Il se connectait en ligne depuis chez lui lors des réunions narcotiques anonymes et témoignait en dernier, toujours défoncé. Il avait fait le pas pour venir se soigner. Je l'ai aperçu dans le réfectoire. Il était passé devant moi pour demander du rab. Il est resté seulement 4 jours, puis il est aussi parti subitement. Le lendemain du départ d'Anaïs, des langues se sont déliées. Elle aurait reconnu son agresseur en la personne de ce nouveau patient. Il y a une 10aine d'années, en colonie de vacances, un moniteur a abusé d'elle. Elle l'a croisé ici. Il était venu pour soigner sa dépendance. Il y avait une chance sur des milliers pour qu'elle retombe sur lui. Elle, qui était en reconstruction, s'est retrouvée rattrapée par son passé, faisant ressurgir ses ressentiments, sa colère et ses peurs. Le ressentiment, la colère et les peurs sont les éléments sur lesquels je travaille aussi ici. Pour les dépendants, comme moi, ils sont au cœur de ma folie. Ils forment mon triangle de l'égocentrisme. À la naissance, nous ne sommes conscients que de nous-mêmes. Nous sommes l'univers. Nous attendons que nos besoins et nos désirs soient comblés. À 3 ans, lorsque j'ai perdu mes parents, personne n'osait me dire quoi que ce soit. Dès qu'on me refusait quelque chose, je hurlais, je cassais un objet ou pire, je disais « J'ai le droit parce que mes parents sont morts !» Je faisais ce que je voulais. J'avais appris à manipuler les adultes. Ensuite, l'éducation arriva, ainsi que la scolarité. Je n'étais plus le centre du monde, j'étais à l'école, il y avait d'autres enfants. Il fallait à tout prix que j'attire l'attention en faisant n'importe quoi d'autre que ce qui m'était demandé. J'ai refusé de grandir tout en restant assisté. La plupart des êtres humains continuent de grandir. Ils reconnaissent et acceptent leurs qualités, leurs faiblesses et leurs limites. Je me suis arrêté en cours de route. J'étais déjà dépendant, mais indépendant affectif. On ne fait pas pousser une plante en lui tirant sur les feuilles. J'ai donc été incapable de dépasser l'égocentrisme de l'enfance sans avoir été soigné. Je suis resté assisté dans mon couple. Je ne gérais rien. Je laissais faire. Dès que je n'avais pas ce que je voulais, je me mettais à consommer en outrance des produits de substitution altérant ma lucidité. Cela me permettait d'avoir ce que je voulais, tout de suite, un réconfort immédiat. Mes besoins se sont transformés en exigences. J'étais obsédé par moi-même. J'avais énormément de ressentiments. Mon passé était mon excuse. Lorsqu'il y a peu de temps, tout en restant dans mon lit, regardant ma femme faire le ménage, je lui disais pour ne pas l'aider, je suis orphelin et dépressif. Aujourd'hui, je commence enfin à accepter ces événements qui font la personne que je suis et partie intégrante de ma vie. J'apprends que les sources de bonheur et de satisfaction sont en moi, pas ailleurs. La route sera longue, mais le cheminement est en cours. Je n'ai jamais construit mon avenir par peur. Je me suis toujours laissé porter au gré des occasions. Rarement, j'ai terminé ce que j'entreprenais. J'étais en colère d'avoir tant de ressentiments, de ne pas accepter mon passé et d'avoir peur. Cette colère s'est traduite par la surconsommation en tout genre, afin d'avoir la sensation de me calmer. Ce n'était que des anesthésiants. Ma colère était finalement toujours présente. Aujourd'hui, avoir foi en mon avenir, en Dieu et en mon prochain, me permet d'accepter d'être celui que je suis. Dès l'instant où je suis devenu abstinent, je me suis mis à aimer les autres et à m'aimer moi-même. Cela s'est fait naturellement, sans effort. L'amour a pris le dessus sur la colère. L'acceptation a pris le dessus sur le ressentiment. J'ai foi en moi et par la même occasion, j'ai moins peur. Merci pour cette belle lecture, bravo pour ce beau bouquin qui effectivement est ultra personnel, mais on se l'approprie chacun et ça fait avancer. En tout cas moi il m'a fait avancer, et notamment quand tu parles des peurs là, qu'il faut sortir des peurs. Moi j'ai à peu près peur de tout et je me dis que j'aimerais bien les dépasser. On se quitte sur quoi musicalement ?
Alors sur un morceau de Sofiane Pamar qui s'appelle La Havane. Et Sofiane Pamar, il m'a accompagné vraiment pendant toute l'écriture de ce livre. Il suffisait que j'écoute l'album de Sofiane Pamar, cet album, et je mettais le casque sur les oreilles et l'écriture devenait fluide. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Grégoire d'être venu jusqu'à nous pour cette belle émission. Je vous invite tous à passer 60 jours avec Grégoire en lisant les 60 chroniques de la Chambre 207. Merci. Merci beaucoup Simon et merci Agora. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Bye bye.